Hoje em dia estamos numa situação extremadamente complexa, numa zona geopolítica que tinha ficado como paralisada durante décadas e que, a partir de 2011, das revoluções árabes, da guerra em Líbia, começou a conhecer uma transformação extremadamente radical. Houve, por começar, as questões, evidentemente, da democratização desse espaço, mas também houve a questão das migrações que começaram, evidentemente, a voltar-se, a perder, desculpa, vou reformular de outra maneira, os sistemas políticos que controlavam as migrações nessa situação caíram e, a partir daí, se perdeu o controle político, um controle político que era do interesse somente, evidentemente, dos países do Norte, sobre essa situação. E há anos que o Norte está a tentar recuperar esse controle a todo custo. Isso ha provocado, entre outras circunstâncias, um câmbio de regimes políticos, nomeadamente em Egito, em que se retrocedeu sobre os avanços democráticos. Ha provocado, evidentemente, a morte de 1000 pessoas nas suas tentativas de travessia do Mediterrâneo. E então, falar desse espaço em comum, que da Palestina, a situação algerina, passando pelas questões das migrações, passando pelos novos regimes democráticos em Tunísia e continuando assim, hoje em dia concentra muito das problemáticas às quais as nossas sociedades estão a conhecer e que estão a tentar transformar simplesmente as nossas sociedades. Quero começar talvez com Mehdi Belhach-Kassem, com quem já falamos há umas horas, que é um grande filósofo francês, que tem crescido do outro lado do Mediterrâneo, em Túnez, e que tem desenvolvido-se em França como um filósofo que se concentra em particular sobre as questões da politicidade e agora hoje em dia da questão como se chama o novo conceito? Um novo conceito sobre a pleonéctica, que é um novo conceito sobre o qual tem trabalhado. Tem escrito um livro que vai sair em abril, que é uma suma extremadamente importante sobre essa questão. E queria saber, simplesmente, de maneira muito aberta, como é que definiria, se pode falar de Mediterrâneo como um espaço político, como um espaço social hoje em dia? Je répondrai par l'anecdote, en fait. Je répondrai par l'anecdote personnelle, c'est-à-dire que je me souviens d'un intellectuel marocain, dans une soirée, il m'aborde, il me dit « Vous êtes Mehdi Belhach-Kassem ?» Je dis « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais pourquoi est-ce que vous n'intervenez pas sur Ben Ali? Pourquoi est-ce que vous écrivez jamais contre lui ?» Je lui ai répondu, c'est très simple, si j'écris en tant qu'intellectuel parisien une tribune contre Ben Ali, disons dans le journal Le Monde ou dans le journal Libération, c'est mon père qui va en prison, c'est mon père qui se fait torturer, voire toute ma famille, c'est ça la conséquence. Et nous, tous les Tunisiens qui vivions en France, on parlait de Ben Ali en chuchotant, et on faisait bien attention de ne pas parler à n'importe qui, parce que c'était un système policier réellement dont on n'a pas idée ici. Il y avait autant de policiers, disons, en Tunisie pour 10 millions d'habitants qu'en France pour 60 millions. Ce qui fait qu'en réalité, tout le monde était policier en Tunisie. Vous ne pouvez pas aller, même au fin fond de la Tunisie, dans un café sans être sûr d'être surveillé par quelqu'un. Vous ne pouviez pas plaisanter au téléphone sur un ministre sans perdre vos dents dans l'heure qui suivait. Enfin bref, je raconte cette anecdote pour dire qu'est-ce qui se passe des années après. Des années après, moi j'ai toujours, alors on parlait de social networks, j'ai toujours pour ma part évité les réseaux sociaux, j'ai jamais été sur un seul réseau social, ni Facebook, ni Twitter, etc. J'étais avec ma compagne de l'époque qui, elle, était tunisienne, et elle suivait sur Facebook ce qui commençait à être l'insurrection tout simplement tunisienne. Et à l'époque, les journaux, donc j'ai commencé à suivre l'insurrection tunisienne comme ça par Facebook interposé avec passion, en même temps que ma campagne. Elle se faisait hacker parfois plusieurs fois par jour par la police politique tunisienne. Et pendant ce temps-là, j'ai toujours dans cette paralysie, cette terreur de qu'est-ce qui se passerait si je faisais quelque chose, si j'écrivais un article, quelles conséquences ça serait pour mon père et ma famille qui vivent toujours là-bas. D'autant plus que je lis les journaux français et que ce qui est déjà
une insurrection là-bas est présentée comme de petites explosions, de petites émeutes dans la presse française. C'était vraiment que des petits entrefilés. Donc là, on est en décembre 2010. Exactement, on est en décembre 2010. Et je finis par ne plus y tenir. J'avais une relation qui, disons, connaissait assez bien le milieu journalistique français, donc qui pouvait intervenir. Comme j'étais très parano à cause de mes liens à Badiou, de mes liens au Comité Invisible et de Ben Ali, j'avais peur tout simplement d'être surveillé, que mes mails soient ouverts, etc. On n'est jamais assez paranoïaque, comme on a eu plusieurs occasions de le vérifier dans ces débats. Et donc j'envoie un mail à cette personne depuis un cybercafé à partir d'une adresse mail incognito, et je lui dis il faut absolument que la presse rende compte fidèlement de ce qui est en train de se passer en Tunisie. 2 jours plus tard, le journal Libération, le journal Le Monde, les deux font leur une sur les événements tunisiens. Donc en quelque sorte, ces articles que j'avais jamais écrits sur Ben Ali, par procuration et de manière très très détournée, je les avais faites parce qu'à partir du moment où Libé et Le Monde avaient fait sa une sur les événements, tous les médias mondiaux ont commencé à parler de l'insurrection tunisienne, et 10 jours après, Ben Ali était en quelque sorte destitué. Parce que la personne à qui vous aviez parlé est une personne qui, en France, est extrêmement puissante et a la capacité de provoquer ce genre d'action journalistique. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. On ne va pas le dénoncer. On ne va pas le dénoncer, ça serait se dénoncer un peu soi-même. D'accord, donc on est face à une situation où en fait la France va jouer un rôle de bascule. Enfin, c'est même pas la France, c'est la société civile. Non, même pas la société civile en fait. C'est des organes de pouvoir français, comme sont des grands journaux comme Le Monde et Libération, qui vont être en mesure de donner peut-être l'impulsion qui manquait. On ne saura jamais, mais disons que le basculement de Ben Ali est allé d'autant plus vite que l'événement a commencé à être médiatisé mondialement. Je me souviens très bien, ça a été vraiment... moi, j'ai agi vraiment incognito, mais c'est vrai que ça reste un tout petit sujet de fierté d'avoir contribué, non pas évidemment à l'insurrection tunisienne. L'insurrection tunisienne était vraiment en marche et l'issue aurait été très probablement la destitution de Ben Ali, mais d'avoir un tout petit peu contribué à ce que s'accélèrent les choses. Mais j'explique tout ça sur le mode de l'anecdote pour dire quelle était la situation. Qu'est-ce qu'un événement pour un philosophe? Un événement, c'est vraiment un avant et un après. Et quelles qu'aient été les conséquences après? C'est l'insurrection égyptienne, la guerre en Libye, la guerre en Syrie, etc., le soulèvement au Yémen, tout ce qui se passe dans les pays arabes. C'est quand même pour dire qu'il y avait un avant l'insurrection tunisienne pour moi et un après. L'insurrection tunisienne a quand même ouvert la possibilité, on a montré que la démocratie dans un pays arabe et musulman, c'était possible. Que l'islam, que les pays arabo-musulmans n'étaient pas condamnés à la dictature, et donc les citoyens, un jeune arabe, mettons, qui vit en Occident, il a le choix entre quoi? Soit il accepte inconditionnellement la société occidentale, ce qui est, soit dit en passant, plus ou moins mon cas. Même si j'ai grandi en Tunisie, j'ai reçu une éducation coranique, etc., je suis plutôt quelqu'un qui s'est fondu un peu dans la société occidentale. C'est un choix très dit. Sinon, on est face à des régimes dictatoriaux et à la démocratie, comme je disais hier, qui est uniquement la démocratie capitaliste à l'américaine, et on ne veut pas y consentir non plus. Donc, dans ces pays dictatoriaux, en particulier la Tunisie, le seul endroit politique de résistance, c'était la mosquée. Jusqu'à l'insurrection qui, elle, n'a pas impliqué beaucoup d'islamistes. Les islamistes sont venus vraiment beaucoup plus tard. Moi, après, j'ai passé 3 mois assez fantastiques en Tunisie à suivre comme ça l'insurrection en direct. Là, c'était vraiment la démocratie sauvage, la démocratie sans représentation. C'était vraiment moi qui avais toujours rêvé dans ma vie d'un nouveau mai 68. Un mai 68 géant était arrivé, mais dans mon pays d'origine, celui où j'avais grandi, etc. Donc pour moi, et pas que pour moi, je pense que le soulèvement tunisien a réellement été un événement dont on a encore des décennies à pouvoir mesurer toutes les conséquences. Je pense que par rapport à la situation algérienne, par exemple, c'est très intéressant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que peut-être la Tunisie a eu la chance d'avoir un dictateur éclairé qui a tout de suite
laïciser la société, donner plein de droits aux femmes. C'était très impressionnant dans l'insurrection tunisienne, la place des femmes, et de femmes pas voilées, pas des bigotes islamistes, mais vraiment des femmes, des Amazones, quoi, qui prenaient vraiment la direction des insurrections dans les petites villes, dans les villages, etc. Une fois sur deux, vraiment, sur ce qu'on regardait sur Facebook, c'était les femmes qui étaient très courageuses, qui étaient les meneuses de l'insurrection. La chance de la Tunisie, à mon avis, par rapport à des pays comme l'Égypte et l'Algérie, c'est qu'on est beaucoup plus petit. Donc, ce qui a été notre faiblesse pour la dictature de Ben Ali, c'est que la société civile est extrêmement serrée. Donc, ce qui faisait un système de délation généralisée tant que Ben Ali était là. À partir du moment où il y a eu l'insurrection, la société civile a été extrêmement soudée et a pu... c'était très impressionnant. Nous, on s'est fait, quand on était en Tunisie, on a failli se faire tuer par des miliciens. La manière dont les pères de famille, etc., organisaient la nuit des réseaux de résistance aux miliciens était vraiment impressionnante. Il y avait une solidarité de la société civile qui était vraiment, qui reste pour moi un souvenir d'héroïsme et de courage sans exemple. La seconde chance qu'a la Tunisie par rapport à... c'est d'être donc un pays beaucoup plus petit qui permet une solidarité de la société civile, à mon avis, beaucoup plus grande qu'en Égypte et en Algérie. Mais la seconde chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas de pétrole. À mon avis, si la révolution égyptienne et algérienne mettent du temps à avoir lieu, c'est qu'il y a des enjeux là-bas, des enjeux qui font que les pays étrangers ne verraient pas d'un bon œil une révolution trop rapide dans ces pays. Alors qu'en Tunisie, on s'en fout un peu. La seule richesse, c'est les oliviers et le tourisme. Et donc, avant d'en venir à l'Algérie, justement, et sur ces interfaces nord-sud qui sont au cœur de l'enjeu méditerranéen, c'est-à-dire comment une civilisation qui était commune s'est fracturée pour devenir une sorte de lieu où l'exploitation devenait la norme, en fait, quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important de dire au sujet de la Méditerranée, c'est que c'est avant tout, c'est non plus un lieu de culture partagée, mais un lieu d'exploitation, en fait, et de rapport de domination qui se fait de plus en plus violent et qui se rend le plus visible, évidemment, à l'interstice des deux, c'est-à-dire sur la question des réfugiés et des exilés, là où justement la violence se fait tout d'un coup non plus intériorisée au sein de systèmes de structures de pouvoir, mais dans la transition et dans l'échange. Je voudrais savoir, Omer Schatz et Omar Barghouti, comment est-ce que ces événements tunisiens ont été vécus en Palestine et en Israël? Vous qui étiez à ce moment-là sur ces territoires, comment est-ce que vous avez tout simplement ressenti ce qui a commencé à partir de cette période-là, par rapport à vos engagements, vos luttes et votre travail, et en tant que citoyen tout simplement? Still getting the question. I know in Palestine, at least in the occupied territories, many people were very inspired by the Tunisian revolution. I personally remember the very first demonstration we went out before Ben Ali fell to call for his resignation and so on. I carried a little sign that said, 1 down, 21 to go. So 1 dictator down, 21 more to go. And it meant something. A lot of media focused on that. It was a little piece of paper. But many Palestinians really felt that, as you absolutely said, that it's not in our DNA that we're anti-democratic. We can have a democratic revolution and we can advance. And in fact, our civilization says that we've achieved quite a lot. It's not like our fate to live under very oppressive, dark regimes that are so savage and that are anti-democratic. So it was really inspiring. And there were many social movements among Palestinians very inspired by the Tunisians. And in fact, many of our Tunisian friends, when they heard, they said, well, we learned from the Palestinians first and foremost, because you were the first in this region in the last few decades to fight oppression, but this is different. The fight for democracy, social justice in Tunisia had a very special taste because it wasn't against a foreign power, it was about local dictators. And paradoxically, the Arab revolutions, as they are called, have suppressed the Palestinian issue in the public debate at a worldwide level. So that is the first consequence. But foremost, it hasn't produced effects in the internal politics of Palestine and Israel. How do you explain that? There's a lot of media manipulation about this. So Western mainstream media wanted to portray
the social justice, economic justice, political justice revolutions across the Arab region. And when I use Arab, I don't mean ethnic Arabs. We were discussing this. The Arab region has many ethnicities, Kurds and Amazighs and others, but it's Arab region with its multi-ethnicities. Wanted to say that these revolutions have diverted attention from the question of Palestine. That's only true when you talk about regimes. If you visit Tunisia or Algeria or Kuwait, or the question of Palestine is still very central. It is not true that at the popular grassroots level, people no longer care about Palestine. Throughout the Tunisian revolution and throughout the Algerian revolution now, you see Palestinian flags all over the place. And it's not a coincidence, because people understand that those struggles are connected. Our struggle against a foreign occupying power doesn't mean that we don't have to address social, economic, political justice issues. Because all those Arab dictators were always saying, forget democracy. We're fighting Israel now. We're fighting for Palestinian liberation. So keep democracy and women's rights and economic justice till after. But as we learned from the Algerian revolution and from nothing comes after. If you don't work now for social justice, economic justice, and democracy, they never come later. Well, I don't have much to add, but I think my role is to bring maybe more the Israeli angle, and I think Israel was always perceived its integration or disintegration in the region. There is a famous phrase of former Prime Minister Ehud Barak. He said, "We are a villa in the jungle." So the notion that the region is full of oppressive regimes and authoritarian regimes and violence and non-democratic regime, and that Israel is also the sole democracy, the only democracy in the Middle East, and we should maybe add the only democracy in the Middle East that keeps millions of people under military regime that have no right to vote. So it's maybe not a democracy. So the Arab Spring in general was followed and kind of destabilized this feeling that there is no chance to integrate in and so there is also a lot of internal Israeli discourse about, because as you said about Arabs, also Israelis are composed of various tribes, and there are many what we call Mizrahis, the Jewish Arabs that immigrated to Israel from Tunisia, Libya, all over Syria and all over. And so it maybe opened the space for the possibility to integrate in not only with Palestinians, but also in this space of the Middle East, and not to see yourself as Israel insists to self-perceive itself as a European fortress, like the Crusades, no, and that yeah. So this was people, but then when what happened in Syria, what happened in Libya, like the escalation back to violence, so reaffirmed this kind of misconceptions that there is no option to really integrate in this neighborhood. This has also been used. So the question of la question, pardon, de l'interaction avec le Nord. Je pense que c'est une question centrale peut-être dans la révolution algérienne. Est-ce que vous pensez qu'elle joue un rôle? Est-ce que ce Nord-là, la France en particulier, est-ce qu'il y a une attente ou une crainte que la France ou d'autres puissances s'impliquent d'une façon ou d'une autre dans ce processus révolutionnaire, en quelque sorte, en Algérie? En Algérie, en fait, la révolution en Algérie a réellement commencé en 88. Mais le pouvoir en place, et puis en 88, il n'y avait pas les moyens de communication actuels. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qui s'est passé en 88? Le 5 octobre 1988, il y a eu un soulèvement de la population contre le régime qui était, il y avait un autre président, mais un ex-militaire qui s'appelait Chedli Benjedid. Et donc, il y avait un parti unique, il n'y avait pas de liberté d'expression, il n'y avait pas de multipartisme, il n'y avait pas de liberté syndicale.
Donc la constitution de l'époque ne permettait pas tout cela. Et donc il y a eu un soulèvement dans tout le pays, et très, très fort par les jeunes de l'époque. Et le régime en place a tout de suite récupéré la chose, enfin il a tout de suite contrôlé la chose. C'est en quelques jours, hein, même pas une semaine, 10 jours. Et donc ils ont dit, on a tout compris, on va maintenant ouvrir l'espace des libertés. Ils ont changé la constitution en 89. Donc permettant le multipartisme et la liberté syndicale et toutes les autres libertés. Ils ont, par l'occasion, ratifié beaucoup de conventions internationales. Seulement, c'était les mêmes personnes qui étaient là, qui ont fait semblant de construire ce système démocratique, qui était en fait une démocratie de façade. Et il y a eu, c'était même peut-être volontaire, il y a eu une décennie de guerre civile en opposant des projets idéologiques contraires les uns aux autres, qui a fait que le peuple s'est retrouvé pris en otage. Donc beaucoup de morts, beaucoup de détenus, beaucoup de disparus, 200 000 morts, 20 000 disparitions, des disparus forcés. Enfin, c'était vraiment douloureux. Et donc depuis cette époque-là, depuis la fin à peu près de la violence, c'était vers 95-96, c'est tout le monde qui était très... On ne voulait plus de mouvement parce que ça risquait de déraper vers la violence jusqu'à le 22 février. Donc il y a eu un soulèvement on a peut-être tiré toutes les leçons d'abord de 88, ce qui s'est passé après 88, ensuite tout ce qui se passe à travers toute la région, l'expérience de la Tunisie qui est très intéressante à suivre. Après ce qui se passe en Libye, en Égypte et en Syrie, au Yémen, etc. En Algérie, il y a beaucoup de gens qui pensent que si en Tunisie, le soulèvement était spontané, était tunisien et encadré par la société civile tunisienne, ça se voyait parce qu'au départ, les puissances étaient contre ce soulèvement. Et c'est qu'après qu'il y ait insistance pour changer le régime politique, qu'il y a eu un peu accompagnement. On se rappelle Michel Alliot-Marie qui voulait envoyer des gendarmes et des armes, aux policiers tunisiens au début du soulèvement. Alors donc, moi je pense personnellement que les Tunisiens ont bien étudié le soulèvement de 88 en Algérie. Et peut-être qu'ils ont bien compris l'erreur algérienne de l'époque. Et maintenant, c'est au rôle des Algériens de comprendre ce qui s'est passé en 88, mais aussi ce qui s'est passé en Tunisie. Mais nous pensons en Algérie, beaucoup de gens de toute façon pensent que, contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie et ce qui s'est passé en Libye, en Égypte et même au Yémen et dans d'autres régions, c'était pas vraiment des soulèvements, mais il y avait beaucoup de manipulations, peut-être de certains pays étrangers. C'est pour ça peut-être et en Syrie, c'est pour ça que les situations pourrissent. Maintenant en Algérie, bon, sur cette question c'est très prudent. On voudrait bien que l'opinion internationale, je parle de l'opinion internationale, de la presse internationale, qu'elle soit solidaire, qu'elle comprenne, qu'elle soutienne. Mais les Algériens, ils sont très sensibles. L'ingérence, quand elle vient en faveur du régime. Et ça, c'est rejeté. Et c'est ce qui fait, enfin, c'est ce que les Algériens rejettent. Voilà. Est-ce qu'on a senti en Méditerranée un changement qui a fait que le référentiel est devenu sud-sud? Et la question en fait que je voudrais poser par ricochet, vous me parlez en fait de l'Algérie qui s'inspire de la Tunisie, qui s'inspire elle-même de l'Algérie de 88. La question c'est est-ce qu'on est en train de séparer définitivement les deux rives de la Méditerranée, et est-ce qu'on peut concevoir que les deux rives de la Méditerranée finissent en fait par devenir hermétiques les unes aux autres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble un devenir envisageable? Visiblement, factuellement, on va vers ça. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une résistance à mettre en œuvre face à ça? Ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait d'abord cette séparation pour qu'ensuite on reconstruise un espace politique à nouveau partagé? Peut-être Omer, pour toi qui as traversé la rive de la Méditerranée avec un détour par les États-Unis. Yeah, also Palestine is really, and Israel is really
the Asian, what connects maybe North Africa and Europe. But I don't think the two banks of the Mediterranean will ever be separated. It's as this Italian humanitarian operation, it's Mare Nostrum, it's our sea. I think all of us, what we share maybe is we grew up, I mean, I grew up on the beach of the Mediterranean, and I don't think that it can be separated at all, actually. And I think there was always, historically speaking, a movement of ideas, of people, of goods. Historically, I mean, to the contrary, what we see today is these tectonic changes where there will be more migrants coming, and the ecological changing and the political transition. So I don't think at all that you will, this idea of fortress Europe, of building the high walls and cutting all the externalizing and outsourcing all the, if we speak about migration and refugees, and to the contrary, it's impossible. And what we see in the context of migration is a good example, because what the EU is envisioning is complete withdrawal from its responsibility in the Mediterranean and in North Africa. But each time that they try to do so, they find themselves more in a very typical colonialist perspective, has to invade even more. So now they collaborate with the Libyan Coast Guard and with the Tunisian, and so to implement their, I don't know, this like a paradigm of withdrawal, they just deepening their intervention in North Africa. Yes, I wanted to comment also to add to this. Once I was in London many years ago, and there was a demonstration in front of Selfridges, one of the most important department stores, by South Asians, mostly Indians, because there was a lot of racism against Indians at the time, there still is. And they were holding a sign that stayed in my mind. It says, "We are here because you were there." I think Fortress Europe, that wants to prevent all these asylum seekers and migrants from coming from African countries, North Africa, and so on, must think, why would anyone leave their homeland and travel the seas and might get killed and take all these risks to reach Europe? Because Europe played a very decisive role in the destruction of all those states through colonialism, and it's payback time. Yes, there are dictatorships, and yes, there are civil wars that those migrants are escaping from, but the root at this issue is colonialism. The British have to pay a price, and so do the French, and the Portuguese, and the Spanish, and the Germans. European former colonial powers must pay. Either help develop those countries so that their people don't have to leave, either stop helping dictatorships. And all these dictatorships, from Ben Ali to others, were not deposed because of European support. Despite European lack of support, they were deposed. It was a genuine movement from within, not with anyone's support, because European powers like dictators. They deliver on goods. You know, buy European goods, don't develop the economy. Security for tourism. Exactly. And keep those African migrants away for us, please. So that's what Europe likes. This is also why I kind of disagree with what you said earlier, because Europe, the US, also Israel like dictators. So they had this like a Sunni coalition with Egypt and Saudi Arabia, I mean Israel, and the Arab Spring, the internal turmoil in various Arab countries, and the collapse of in principle Syria and Egypt were like the strongest states threatening Israel militarily, let's say, enabled, I think, that, for example, the war in Gaza in 2014, where in one summer more than 500 children were murdered and more than 2,000, I think, civilians were killed, could not have happened had you had like
strong Arab leaderships before the Arab Spring. So what you mean is that the Gaza war was authorized? Yeah, that's why I disagree with Omar saying that, yeah, the Palestinian issue became a non-issue as a result of... That's what you said, yeah. So and he said, no, actually the Palestinian remains... But I said, for regimes it has. Yeah. I distinguished, yes, absolutely. If the Saudis and the Emiratis and the Qataris and so on were still pro-Palestine, Israel couldn't get away with a lot. But Arab regimes, Arab dictators are becoming much warmer in their relationship with Israel. What I was disputing, what Juan said, is about the peoples. There's no evidence. In fact, there was a study in 2018, public opinion across the Arab world, and to my surprise, in Saudi Arabia, which is the regime is very anti-Palestinian today, I mean a criminal regime against Yemenis and so on, 80% of Saudis still consider Palestine the number one question for them. Yeah. I was talking not about people, but about the media, the visibility of the cause, not the feeling regarding the cause. Mehdi, je voudrais te demander cette notion d'Europe forteresse qui essaie quelque part d'oublier les rivages de l'Europe, ces rivages méditerranéens. Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans un récit, Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt une discussion que j'ai eue dans une table ronde exactement comme ça. C'était le moment où il y avait le scandale Strauss-Kahn. Donc, tout le monde savait très bien que la personne que j'avais en face de moi, qui se trouvait être François Hollande, allait être président. Et François Hollande, quand je l'ai vu, quand on a parlé, c'était quelque chose sur les révolutions arabes, organisées par des organisations de droits de l'homme, Amnesty International, je crois. Il n'était pas encore président. Il n'était pas encore président, mais on savait qu'il tout le allait monde. être. C'était en Corrèze en plus. Donc Et la révolution venait d'intervenir. La révolution venait d'intervenir. C'était vraiment quelques mois après. Et lui, il était tout feu, tout flamme. Ça veut dire il était question à ce moment-là, sérieusement, que la Tunisie soit intégrée à l'Europe. Donc tu imagines politiquement, par rapport à la question que tu as posée, ce que ça signifierait par rapport à la situation israélo-palestinienne. Un des seuls chefs d'État qui a dit non, je ne suis pas content de cette révolution en Tunisie, c'était quand même Benjamin Netanyahou. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens. Et François Hollande était sur l'immigration, il a dit il faut accueillir absolument tous les immigrés tunisiens. Oui, nous allons intégrer la Tunisie dans la zone euro. Vous imaginez, s'il y a une révolution en plus égyptienne qui réussit, une révolution algérienne, et sait-on jamais les Marocains qui se révoltent contre leur régime horrible, tout ça se transforme en démocratie, tout ça... Quel est le critère qui les empêcherait? C'est la même question qu'avec la Turquie. À partir du moment où ils se démocratisent, qu'est-ce qui les empêche d'entrer dans l'Europe? Donc là, on n'a plus du tout le même questionnement par rapport aux frontières méditerranéennes. Alors, évidemment, tout ça reste de l'utopie, au sens où Hollande, quand il a accédé au pouvoir, il n'a pas du tout fait quoi que ce soit pour aider le devenir de la démocratie tunisienne qui en aurait bien besoin. Macron, c'est encore moins, il s'en fout complètement. Mais n'empêche que le processus démocratique, un petit peu seul contre tous, continue à être en voie en Tunisie. On a eu quand même des élections libres, là, avec un président, je ne sais pas trop quoi en penser, mais une bonne chose, c'est qu'il est intègre. Ça, c'est un bon point, parce que tout à l'heure, j'entendais, il y a une légère corruption au Portugal. En Tunisie, c'est un sport national, c'est vraiment un des fléaux du pays. Donc on peut raisonner aussi dans ces termes de frontières. Vous parliez de payback. Il y a aussi le payback de toute révolution. Ça veut dire que les régimes sont tellement... L'habitude dictatoriale, qui elle-même est un résultat de la colonisation, c'est tellement dur à faire tomber qu'il y a évidemment un moment très douloureux, y compris en Tunisie, où il y a une régression économique très forte, où il y a le retour de la corruption, où l'islamisme, malheureusement, s'installe un petit peu, pas trop. La société civile arrive quand même à résister à ça aussi et à conserver les acquis laïques, les acquis des droits des femmes, par exemple. Mais moi, j'ai envie d'imaginer plutôt la positivité de cet événement. Ça veut dire, si la démocratie continue à avancer de l'autre côté de la Méditerranée, la question de l'immigration ne se posera plus du tout de la même question. Si vous avez évidemment des guerres civiles, il va y avoir encore de l'immigration sauvage. Si des démocraties viables s'installent dans toutes ces régions du globe, ce n'est pas du tout la même chanson. J'ai envie d'y croire, moi, personnellement, sans doute parce que je suis tunisien, et que malgré toutes les difficultés, le processus démocratique est réellement en marche en Tunisie. Et donc sortons de la contrainte européenne, c'est-à-dire de la contrainte de l'opinion européenne ou des hommes politiques et des médias européens qui sont une sorte
sorte de psychose collective par rapport à la question de l'islam et des migrations. Salah Dabbouz, est-ce qu'il y a en Algérie encore aujourd'hui un désir d'Europe? Parce que c'est une vraie question qui se pose. Et est-ce qu'il y a un vrai désir, est-ce qu'il y a un désir potentiel, au-delà du désir d'Europe en général, de l'intégration à un espace unifié, ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme de reflux qui commence à s'installer par rapport à ce qui fut longtemps un point de fixation? Il faut se placer dans le contexte. Historiquement, on est en train de traiter les conséquences d'un colonialisme qui a duré parfois plus d'un siècle pour certains. Et ces conséquences, elles sont terribles. C'est des désastres sur le plan économique, même culturel, social, etc. Le modèle démocratique à l'européenne, certainement, ce n'est pas le modèle qui peut convenir à des populations. Mais pour l'Afrique du Nord, au moins, je pense qu'on a complètement oublié qu'on est des Africains. On se tourne vers l'Europe, on se tourne vers l'Orient, mais jamais vers l'Afrique. Il faut d'abord qu'on se réconcilie avec le continent. On est des Africains avant d'être quoi que ce soit, n'importe quoi, enfin, avant d'être autre chose. Ensuite, en Afrique, il y a beaucoup de choses très importantes qui sont en train de se passer actuellement, qu'il faudrait qu'on accompagne et qu'on vive ensemble. Il ne faut pas qu'on oublie. Maintenant, c'est des circonstances historiques. Moi, je vois les choses sur le plan des droits humains. C'est ce que je sais mieux faire. Sur ce plan-là, ils sont bafoués les droits humains, en tout cas dans notre région, l'Afrique du Nord. On est en train de chercher le moyen pour récupérer les droits humains. Alors, on cherche un peu de démocratie, on veut changer le régime, on veut... en Algérie, on parle de changement radical, profond, mais personne ne peut vous dire c'est quoi un changement radical. Il y a beaucoup de visions. Il y a des gens qui pensent que si les militaires se retirent et que des civils prennent le pouvoir, c'est suffisant. Il y a des gens qui vous disent non, c'est-à-dire il y a une mécanique à refaire, toute la mécanique est en panne. Il y a même le découpage administratif qui est un découpage calqué sur le modèle français. J'ai un ami qui me dit le modèle français est déjà un modèle jacobin, c'est pas le meilleur au monde. Et en Algérie, c'est une copie de très mauvaise qualité qu'on reproduit en Algérie qui fait ses effets qui sont désastreux. Alors donc il faut d'abord se réconcilier avec ça, le modèle de justice qui ne convient pas du tout à la réalité algérienne. Ensuite, les modes de gestion de société que nous avons hérités, je parle de toute la région, c'est un mode de gestion par la répression. On ne peut pas gérer une société par la répression, on ne peut pas réprimer quelles que soient les raisons qu'on peut évoquer. On ne peut pas dire aux gens, puisque vous avez fait un mauvais choix, donc on vous punit. Sur le plan, par exemple, de choix électoral. Les libertés, à mon sens, ne peuvent pas faire un combat en série. On ne peut pas faire un combat en série. Il faut des combats en parallèle. C'est toutes les libertés ensemble, mais sinon ça ne peut pas marcher. Nous avons des exemples en Algérie, par exemple. On a reporté tous les combats juste pour avoir une indépendance politique. Le résultat, c'est quoi? On a remplacé une équipe coloniale par une autre équipe qui fait les mêmes pratiques parce qu'on n'avait pas mis sur la table. Et je pense que c'est la même chose dans toutes, y compris en Palestine, en Tunisie, en Égypte. C'est cette équipe qui maintenait son regard fixé sur l'ancienne métropole et sur ce rivage nord qui devenait une sorte de seul point de fuite possible. Oui, mais puisqu'il n'y a pas eu de débat pour savoir comment gérer une société, on se tourne vers l'ex-patron pour nous donner le modèle. Sinon, on ne sait pas le faire. Ce sont des gens c'est des militaires qui ont fait la guerre. Moi, j'ai dit une fois, il y a des gens qui pensaient, puisqu'ils ont libéré le pays par des actes de sabotage, ils pensaient pouvoir le construire par des actes de sabotage, en fait. Depuis 1962 jusqu'à maintenant, en Algérie, beaucoup pensent pouvoir gérer le pays par des actes de sabotage. Vous autorisez un multipartisme, mais vous noyautez tous les partis, vous essayez de les contrôler et de les casser. Et même chose pour les syndicats, même chose pour les associations. C'est pas comme ça que vous pouvez construire.
c'est pas avec des moyens de destruction que vous pouvez construire. Donc il y a tout ça à refaire. Et voilà. En Israël, j'ai l'impression que le regard se porte sur l'Afrique uniquement d'un point de vue répressif, c'est-à-dire que c'est principalement les accords migratoires par rapport aux réfugiés qui occupent l'espace politique dans son rapport au continent africain ou à ce qui est symboliquement considéré comme le continent africain. Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi à cet espace autre, et est-ce que finalement l'Europe est en train de se distancier? Parce qu'on l'a vu aussi, c'est-à-dire qu'il y a des vagues migratoires vers l'Israël qui venaient principalement de cet espace territorial européen, qui ont nourri, qui ont construit la société israélienne sur ses premières décennies d'existence. Mais on arrive au bout de ce processus, et ce qui commence maintenant à se construire, c'est plutôt, et c'est là où il y a, j'ai l'impression, une forme de résistance ou de difficulté à appréhender le phénomène, des nouvelles formes culturelles qui apparaissent en Israël, à travers ces migrations qui viennent plutôt du sud d'Israël, et avec laquelle la société israélienne a du mal à interagir en fait finalement et a du mal à accepter et à les faire vivre. But you speak about Israelis from African origins or about just les migration? Deux, just both, c'est-à-dire les deux, enfin cette interaction, que ce soit. Yeah, so yeah, in the Israeli context, it's the interesting part is, as you said, that Israel is a society of migrants and of refugees, and many of them are also boat people that came during under the British mandate illegally with boats immigrating to Israel after the war. And yet the concept of a refugee in Israel doesn't exist, in the sense that, okay, they are Israelis party to the Refugee Convention and drafted, participated even in the drafting of this international instrument after the Holocaust, etc. But just because Israel perceives that the Holocaust as a constitutive atrocity, that you cannot compare it to any other genocide or disaster, so consequently, there are no refugees in the world if they are not Jewish refugees, because then if there is a refugee that is not Jewish refugee, it means that you can compare the disaster that he's been through to the Jewish Holocaust. And this is why in Israel there is really psychologically no way to accept other people's suffering, let alone from Africa, etc. And this is what we are witnessing today. Israel, in many senses, is always like a micro laboratory of something that is externalized to Europe and the US after in counterterrorism and in other contexts. But also with what we are witnessing today from Libya and the fact that the EU turned our very beloved Mediterranean to the largest cemetery in the world, to the deadliest migratory route. So what we are witnessing in Libya, the business model of the smuggling and trafficking was actually copied or exported from what before was the land migration from Egypt to Israel of African asylum seekers, mainly from all over Africa, but mainly from Eritrea and Darfur and Sudan. And it was the same model of smugglers that are kidnapping people and putting them in camps in Sinai, in Egypt, and torturing and raping and extorting for ransom the people, and then push them into Israel. And once Israel built the wall between Egypt and Israel, then the route passed through Libya and through the Mediterranean. So this is today, actually, the Europeans are kind of replicating the same policies that. Et ce qu'on voit quelque part, c'est alors qu'on est en train de voir des bouleversements politiques majeurs dans la rive sud jusqu'au Liban. En fait, ça va donc en ce moment de l'Algérie jusqu'au Liban, et même quelque part, y compris avec des tentatives d'introduction en Grèce qui ne fonctionnent pas parce qu'on a été lourdement réprimés ou trahis par le pouvoir, comme on l'a vu hier avec le film de Tsipras. On a en Europe, une sorte de conservatisme d'autant plus virulent qui est en train de s'installer, qui vise en quelque sorte à se positionner seulement en défense par rapport à toute forme d'émancipation. Et il y a une sorte d'inversion comme ça de l'échelle de ce que l'on avait pendant des années ou des décennies prétendues, c'est-à-dire une sorte de nord émancipateur, progressiste, qui serait, et un sud qui, lui, aurait été bloqué dans des structures intouchables. Et comment est-ce que
Enfin, comment est-ce qu'on peut concevoir ça d'une perspective historique? Je ne sais pas si Mehdi, peut-être vous avez un avis à ce sujet, sur ce renversement qui soudain... But we talked, Juan and I, we talked about it a lot, no, about the relation between the socio-economic policies and politics in the European context and the way they affect migration in finding the scapegoat to externalize the consequences of social injustice. So if you look at the Mediterranean as a, comment il s'appelle, France Bordel, no? Like they're taking really so you see the camps in Libya, the concentration camps, and then you see, of course, Gaza is a different story, but it's also the most crowded place in the world and an open-air prison. And of course, Palestinian is by definition, most of them are refugees. And then you take the migrant camps in Moria, in the Greek islands, no? And you see how the reaction to migration is highly related to internal issues in Europe of the crisis of 2008 and the way that the neoliberal politics needs to find to externalize the anger towards migrants. Oui, c'est un peu comme si la crise de 2008 avait provoqué une bascule du côté sur la rive sud de la Méditerranée, avec un besoin d'émancipation qui ne pouvait plus être couvert, et au contraire a tellement dévasté les sociétés du Nord qu'elle a provoqué une sorte de regain d'autoritarisme et d'écrasement conservateur sur les populations, afin de leur imposer les effets de cette crise et qu'elles ne se rebellent pas face à cette crise. Et l'émancipation très progressive qu'on connaît, y compris au Portugal aujourd'hui, et on sent qu'elle est parfaitement contrôlée, et que les tutelles, notamment européennes à Bruxelles, visent à empêcher qu'il y ait un véritable mouvement de rupture radicale avec le système qui nous a pourtant mis en place dans une misère incroyable. Et en ce sens-là, c'est presque similaire à ce que vivent la situation les Palestiniens aujourd'hui, qui sont parfaitement, d'un point de vue politique, évidemment, je ne parle pas évidemment des conséquences sécuritaires, judiciaires, etc., qui sont beaucoup plus radicales, mais qui sont en fait une perte de contrôle sur leur propre destinée. Et là-dessus, je voudrais vous demander, Omar Barghouti, pour finir peut-être, quelles sont les perspectives pour permettre justement cette reprise de contrôle politique de la part du peuple palestinien, comme on est en train de voir en ce moment en Algérie, comme on l'a vu en Tunisie, etc. Comment est-ce que est-ce que cela pourrait intervenir, et est-ce que cela pourrait intervenir sans nécessité d'intervention extérieure, sans nécessité que d'autres États viennent se mêler des affaires israélo-palestiniennes, et en particulier palestiniennes? The question of Palestine is by definition made by Western powers. The British and then the Americans and the EU is deeply complicit, obviously. So it cannot be resolved without addressing that, the complicity of other powers. As I mentioned earlier, the absolute majority of Palestinians are refugees. 68% of Palestinians are refugees or internally displaced persons who are not allowed to go home, basically, because they're the wrong type. So Israel has a real deep problem with the issue of refugee-ness, because it has created the Palestinian refugee question, and it doesn't want to address it, on the one hand. So it has a problem with refugees and asylum seekers from Eritrea, Sudan, and other African nations. Yet, Israeli descendants of Portuguese and Spanish Jews who were expelled in the Reconquest are demanding and gaining citizenship in Portugal and Spain, because 500 years ago, their ancestors were expelled from Portugal and Spain. At the same time, the Palestinian refugees who were expelled much sooner, I mean... You should wait 500 years then. Sorry? You should wait 500 years. We should wait 500 years. Palestinian refugees that have been expelled decades ago, not centuries, are not allowed. You can't go home. So to answer your question, it cannot be addressed except by cutting the links of complicity. The European Union, the United States, and other powers are deeply responsible for maintaining Israel's system of oppression against us. So there is no way we can gain freedom, justice, and equality without cutting those links of complicity. Someone said, but Israel serves the interests of those Western powers. You said it's a fortress preventing some Arab renaissance, let's say, and preventing the development of several Arab societies. But that's kind of Cold War
language, I think. It's serving the interests of the 1%. Israel is a model for securitization, militarization, surveillance, and it's selling a lot of that to Europe, to the United States, to the whole world, to India, to Brazil, to many dictatorships around the world. So it's needed in that sense. But it doesn't serve the interest of the 99%. It doesn't. The 99% do not want to see billions and billions of dollars in their tax money going to buy Israeli drones to protect Europe, Fortress Europe, from those African immigrants. People want to see better health, education, and social services, and jobs, and climate protection, and so on. This money going to this securitization, militarization, is at the expense of that. So I think it's important to connect, as we spoke before, to connect the Palestinian struggle for justice with various justice struggles. Eu acho que o exemplo da cidadania que é agora dada aos judeus que foram expulsos de Portugal e de Espanha há 500 anos daqui, acho que é muito importante ter em conta o que talvez não realizam os governos que produziram essas medidas, que é que quando se tomam decisões que são profundamente injustas e que provocam uma violência política importante, há sempre um momento na história em que essas decisões voltam para as nossas civilizações. E que hoje em dia as decisões que tomamos, nomeadamente, por exemplo, sobre as questões das migrações no Mediterrâneo, vamos ter que pagá-las de uma forma ou de outra e que vão ter consequências de largo prazo sobre a visão que têm os outros nós como sociedade e a visão que temos de nós mesmos como sociedade. E a um momento ou outro vamos ter que reparar esse erro fundamental que cometimos. E, evidentemente, para os homens políticos hoje em dia, o custo é muito pequenino. Até ao contrário, há um benefício importante em provocar essas políticas porque recebem um apoio eleitoral maior, criando poucos emissários, etc. Mas, a largo prazo, esse custo vai crescer muitíssimo e acho que neutralizar o Mediterrâneo, como fizemos hoje, fazendo desse espaço um espaço de repressão, em que não se pode nem salvar vidas sem ser criminalizado, como foi, por exemplo, o Miguel Duarte, que tivemos ontem num debate, que arrisca-se a 20 anos de prisão por ter salvado vidas no barco Juventa, com outros jovens alemães. Acho que essas decisões vamos ter que pagar coletivamente a um momento ou outro. Então, acho que é muito importante nós mobilizarmos para tentar evitar a adoção desse tipo de políticas por todas as formas. O custo não são os políticos que vão pagar ao final. Vamos ter que pagar nós. Então, quando for possível, parar com isso e tentar interromper essas políticas, acho que é essencial. Muito obrigado e, evidentemente, parar com a desvalorização do Mediterrâneo. Muito obrigado por ter estado conosco. Merci beaucoup. Thank you very much.